Alors, du coup, 2 missions interface et 2 missions interface avec des fonctionnements différents. Donc, est-ce que l'un après l'autre, vous pouvez nous présenter le fonctionnement de vos missions ? Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter la mission interface sur la Loire-Atlantique. Mon poste est basé à Nantes. C'est un poste qui a été créé en décembre 2008, suite à la réflexion d'un groupe de travail qui a fait le constat que le public en structure urgence insertion sociale en fait vieillissait, au même titre que la population lambda. Et que ces hébergements en fait n'étaient plus adaptés à l'état de santé des personnes. Donc la mission interface a été créée pour justement faire l'interface entre le secteur urgence insertion et le secteur des personnes âgées. Donc ça, on est passé par un long travail de communication avec le secteur commun des personnes âgées, parce que ça a été de se dire pourquoi ne pas faire avec ce qui existe déjà finalement. Et donc, ça a été de créer des conventions de partenariat avec des établissements du département de la Loire-Atlantique. Et en parallèle, de faire de la communication, des recensements de la population susceptible d'être orientée sur ces établissements-là. Donc, le travail de la mission interface, je suis sollicitée par, donc, comme je vous l'ai dit, le secteur urgence insertion sociale. L'idée, c'est de travailler à ce nouveau projet de vie donc, avec l'adhésion de la personne. Ou au moins de travailler à la non-adhésion de la personne, ce qui n'est pas simple. Donc ça en passe par des visites d'établissement, ça en passe par la remise en place de droits fondamentaux, notamment des droits à la retraite, des droits à la CPAM. C'est aussi de raccrocher la personne aux soins, parce que pour ne serait-ce qu'inscrire une personne sur un établissement, il faut de toute façon un certificat médical, ou en tout cas des données médicales en fait, de l'état de santé de la personne pour évaluer la prise en charge. Ça peut aussi être la mise en place d'une mesure de protection, parce que je précise quand même que je ne suis pas référente sociale des personnes que j'accompagne, bien que parfois je sois amenée en fait, à me substituer à un manque de référence. Donc voilà, donc j'en remets une en place quand c'est possible, quand c'est faisable. Donc c'est de travailler à l'entrée avec la personne. Donc travailler à l'entrée, c'est l'organisation de synthèse, notamment avec les équipes du futur établissement d'accueil. Et une fois que la personne elle est entrée, en fait, la mission interface, elle coordonne un petit peu tout ce qui gravite autour de la personne. C'est de s'assurer de la bonne intégration de la personne. Donc, c'est un soutien technique auprès des équipes de l'établissement d'accueil. C'est aussi, via la convention de partenariat, il y a eu en fait une période probatoire qui est déterminée à l'entrée. C'est un petit peu une sorte de parachute. C'est aussi ça rassure les établissements, en fait. Si toutefois, on s'aperçoit que en fait, c'est pas quelque chose qui convient à la personne. Voilà, moi au SIAO, en fait, je suis en lien avec le SAMU social, le 115, les services de demande d'insertion, donc hébergement avec accompagnement social, et d'éventuellement réorienter la personne si toutefois l'orientation n'était pas concluante. Donc c'est aussi l'organisation de synthèse régulière. C'est aussi de faire le lien, en fait, de donner les billes à l'établissement pour la prise en charge de la personne. Notamment, ça peut être faire appel à des services psy, des services addictos, ça peut être la mise en place de CMP, ça peut être aussi des bénévoles. Et je travaille aussi avec l'association des morts de la rue de Nantes pour notamment des fins de vie ou même des obsèques. Je suis aussi en lien avec les services du département par rapport justement au dossier d'aide sociale, puisque ce public-là, forcément, est à l'aide sociale. Je ne sollicite que des établissements du coup, qui soient habilités à recevoir de l'aide sociale. Voilà, je pense que je vous ai balayé. Si j'ai oublié des choses, tu peux me compléter, Thomas. Je vais te passer la parole du coup. Et donc pour Paris, du coup la mission interface, elle est née en 2017. Donc elle est née sur les mêmes constats qu'avait partagé Nantes en 2008. Donc des remontées de la part des LHSS et des LAM du SAMU social de Paris, ainsi que des remontées de nos partenaires, notamment de Maraude, nous disant qu'il y avait une explosion du public de plus de 60 ans.
Du coup, quand il s'agit de créer un dispositif, on a regardé ce qui se faisait sur le territoire français. On s'est aperçu que Caroline faisait la mission interface depuis 2008 et donc on est allé la voir pour voir comment adapter sa pratique à notre réalité de territoire. Du coup, la mission interface est née, elle, en mai 2017. Les publics, c'est le public de plus de 60 ans, régulier sur le territoire français, et qui a un travailleur social issu de l'urgence sociale. Donc, on accompagne toutes les structures de l'urgence sociale, que ce soit maraude d'intervention sociale, halte de nuit, centre d'hébergement de tout type, LHSS, l'AM. On accompagne aussi les ACT depuis l'année dernière. Et on s'arrête là, donc on n'accompagne pas les gens en pension de famille, aux grandes dames des pensions de famille qui nous sollicitent toutes les semaines. On intervient du coup pour ce public âgé depuis la création du dispositif et on accompagne les personnes en situation de handicap depuis 2019. Et on accompagne donc du coup ce public qui a entre 18 et 59 ans. Et on a choisi du coup d'avoir des coordinateurs qui n'interviennent que sur chacun des publics. Donc un des coordinateurs qui interviennent que sur le public âgé, des coordinateurs qui interviennent que sur le public personnes en situation de handicap. Sur le volet handicap, on n'a pas forcément besoin de reconnaissance de handicap pour être sollicité, puisqu'en fait, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir déceler tout ce qui est handicap invisible. Et on s'aperçoit que les travailleurs sociaux confrontés quotidiennement à du handicap ne voient plus le handicap des gens qu'ils accompagnent. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir accompagner du coup, les équipes dans la reconnaissance des handicaps, donc tout ce qui est pathologie chronique, troubles cognitifs, troubles psy, addiction, tous les handicaps invisibles, en plus des handicaps visibles ou sensoriels. La mission interface, donc c'est actuellement, donc aujourd'hui 11 ETP, mais on va progressivement vers 13 voire 14 ETP en fonction de nos financements, moi compris. On intervient sur tout Paris et la Seine-Saint-Denis. Pour le territoire d'intervention, et donc chaque coordinateur a un secteur et un public défini. Donc tant et si bien que sur Paris, on a 5 coordinateurs qui interviennent sur le public âgé et 2 coordinateurs qui interviennent sur le public en situation de handicap. Pourquoi si peu ? Parce que le public en situation de handicap, c'est un public qui est particulièrement invisibilisé. Donc quand on prend le SIAO, on voit les personnes PMM, on a du mal à voir les personnes en situation de handicap. Et sur la Seine-Saint-Denis, on intervient sur le secteur de la Seine-Saint-Denis par intercommunalité avec 2 coordinateurs personnes âgées et une coordinatrice personnes en situation de handicap qui arrive là en septembre. Sur la file active, on a 1080 personnes accompagnées l'année dernière, 800 personnes âgées à peu près en termes d'ordre de grandeur et 300 personnes en situation de handicap. Pour vous donner un ordre d'idée de chiffres. Ce qu'on s'était dit aussi, c'est que le public qu'on accompagne aussi, c'est un public pas forcément très désocialisé. Pour tout vous dire, c'est vraiment un public, certes, maintenant, c'est plus un public grand précaire, même si on en a encore. Principalement, c'est du public qui a eu un accident de parcours au cours de sa vie et qui est hébergé en centre d'hébergement et dont on poursuit l'accompagnement. Oui, c'est ça, exactement. Ce que disait Caroline, c'est qu'effectivement, on ne passe pas de la rue à un centre d'hébergement, à un établissement médico-social. Ça peut arriver, nous on en fait quelques-uns, mais globalement, en fait, le public de maraude, c'est un public qu'on accompagne assez peu, parce que les personnes qui sont en rue, ont d'autres besoins que l'entrée en établissement médico-social. Donc d'abord, on va stabiliser ça. Dans notre intervention, on intervient sur 2 aspects importants. Un aspect de coordination d'acteurs, on intervient, c'est à peu près 80% du temps des coordinateurs, où ce que disait Caroline, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on évalue la situation, on travaille le projet, on accompagne les personnes et le référent social autour des droits fondamentaux et des droits spécifiques personnes âgées, personnes handicapées. Une fois que les personnes sont orientées, nous, on poursuit l'accompagnement. La spécificité, c'est que nous, on n'a pas trop de limites de fin d'accompagnement. Tant que la personne en a besoin ou l'établissement en a besoin, on continue à accompagner. Pour vous donner un exemple, à la mission interface, quand j'étais coordinateur social, j'ai accompagné un monsieur en EHPAD en 2020 ou 2021, et je continue à l'accompagner maintenant tous les ans. Je vais à son anniversaire le 6 avril pour fêter son anniversaire. C'est par exemple ce qu'on peut proposer.
Et c'est ce qui permet effectivement un accompagnement de qualité, de rassurer tout le monde, de rassurer la personne en premier, puisque du coup ça permet aux personnes d'avoir un visage connu qui vient de l'urgence sociale et qui peut accéder à l'établissement médico-social, et ça permet à l'établissement médico-social d'être rassuré pour avoir un interlocuteur quand ça se passe mal. Et puis on peut jouer ce rôle un peu de médiateur, hein, aussi bien pour les intervenants sociaux, puisqu'on peut évoquer des choses qui sont sensibles, comme la perte d'autonomie, les directives anticipées, l'entrée en établissement qui peut faire peur à une personne accompagnée et qui a du mal à l'exprimer à son travailleur social. Nous, on peut parler de ça, on peut mettre en place des mises sous protection, par exemple. Ça met moins à mal l'accompagnement et le lien de confiance qu'a la personne avec son référent social. Mais on joue ce même rôle de médiateur entre l'équipe médico-sociale qui intervient en EHPAD et la personne, puisque du coup la personne, ça peut arriver qu'elle peut exprimer des frustrations de manière un peu inadaptée, et nous on peut être là pour exprimer la manière dont on peut accompagner cette personne-là au mieux. Voilà. Et il y a 20% du temps du coup qui est dédié à la formation, sensibilisation, comme on le disait tout à l'heure. Donc on sensibilise les acteurs de l'urgence sociale aux droits des personnes âgées, personnes handicapées. On fait ça depuis la création du service. On fait une double session de 15 personnes tous les 2 mois, ce qui est plein quasiment à chaque fois, et qui permet de sensibiliser les acteurs de l'urgence sociale aux droits des personnes âgées et du personnes handicapées. C'est la base, hein, c'est comment on fait un dossier MDPH, comment on fait une demande de retraite, quels sont les différents établissements qui existent. On fait aussi une sensibilisation à destination des établissements médico-sociaux. Et là, on fait ça notamment avec le directeur de l'EHPAD de François Ier, dont on parlait tout à l'heure. On va dans les établissements médico-sociaux pour les sensibiliser à l'accueil du public issu de la rue. La partie de la mission interface intervient pour juste expliquer les parcours de rue qui peuvent expliquer des comportements originaux du fait des logiques de survie. Et les monsieur de la rue qui intervient au nom de l'EHPAD, François Ier, dit un peu ce qu'il fait dans son EHPAD pour que ça marche et que les gens puissent rester et que les équipes aussi ne se sentent pas frustrées. Et puis on a tout un travail depuis maintenant 3 ans autour de la fin de vie des personnes à la rue, puisque comme on le disait tout à l'heure, les personnes meurent prématurément du fait du parcours de rue. Du coup, on a tout un travail là-dessus avec notamment le collectif des morts de la rue, avec lequel on a construit un atelier qui s'appelle les petits déj fun pour funéraires, et qui sont des ateliers qu'on fait en centre d'hébergement ou en accueil de jour pour sensibiliser du coup les personnes accompagnées à la fin de vie. Donc les directives anticipées, rapatriement de corps, don d'organes, tout ça. Il y a toujours plein de monde. On a fait 12 l'année dernière, pour vous dire. Quasi un par mois, quoi. Ça marche très très bien, ça, parce que du coup, effectivement, c'est un gros tabou de la part des travailleurs sociaux d'aborder ces sujets-là auprès des personnes qui ne se sentent pas assez formées. Et puis là, l'objectif un petit peu de ces sensibilisations, c'est aussi de créer une certaine posture professionnelle face à la mort, pour que les personnes accompagnées, elles aient la possibilité d'exprimer toute leur volonté de fin de vie, et qu'elles puissent avoir quelqu'un pour recueillir un peu tout cela. Et je pense que c'est tout. Du coup, tu disais à Paris, du coup, le public, c'est plus de 60 ans. Est-ce que c'est pareil en Pays de la Loire ? Alors, c'est 60 ans aussi, mais ça peut être à partir de 58 ans. Je peux faire des entrées, moi. En fait, ça fait partie du conventionnement que j'ai établi en fait avec certains établissements qui acceptent. Là, c'est plus pour des résidences autonomie. Qui acceptent, mais sous condition de ressources. Les personnes, si elles ne perçoivent que le RSA, ils ne prennent pas. Donc c'est soit la hache ou le minimum vieillesse, au moins ces ressources-là. Mais je sais qu'au début de mission, ma moyenne d'âge, elle était autour de 62 ans. Aujourd'hui, elle a dépassé les 69 ans, moyenne d'âge du public, et majorité d'hommes. Nous, la question d'âge, elle se pose un peu moins, puisque du coup, on a maintenant les coordinateurs du volet handicap qui orientent en EHPAD, puisque du coup, il n'y a pas de place en femmes ou en masse. Et du coup, il y a tout un travail là-dessus en ce moment, parce qu'on est en grande difficulté, donc on travaille sur la dérogation d'âge, etc. Effectivement, sur le volet personnes âgées, l'idée, c'est de travailler sur des EHPAD qui ont l'habitude un peu d'accueillir le public issu de la rue, parce que du coup, accueillir quelqu'un de 58 ou 59 ans, ça peut créer quand même certaines désorganisations dans l'établissement, donc ça s'adapte, on essaie d'expliquer, etc.
Voilà. On en fait très très peu, puisqu'on estime que ça peut être aussi violent pour la personne d'être confrontée à des personnes très âgées qui pourraient être leurs parents, parce que la moyenne d'âge de l'EHPAD c'est 83 ans. Donc en fait ça peut être compliqué quand même là-dessus. Donc on en fait assez peu nous. Du coup, toi, Thomas, tu disais que tu étais très sollicité par les pensions de famille et que du coup, non. Caroline, je ne sais plus. Est-ce que si toi, tu peux intervenir pour travailler un projet avec la personne dans les pensions de famille? Moi, je suis sollicitée, je suis censée désengorger le secteur urgence insertion sociale. Donc, ça, en fait, les demandes, elles émanent des pensions de famille. Ça peut être des résidences sociales, des CHRS, les centres d'hébergement d'urgence. Ça peut être l'hôpital, des structures de soins comme les LAM, les Lits Halte Soins Santé. C'est vraiment tout le secteur. Et à la marge, je suis amenée aussi à accompagner des personnes qui ont eu un parcours de rue, qui sont expulsées de leur logement. Et qui en fait elles vont reproduire, en fait ça va être, on appelle ça de la précarisation dans le logement, hein. On va retrouver les mêmes profils en fait que les personnes à la rue, et en fait là je fais vraiment à la marge, parce que si j'étais amenée à accompagner ou à réorienter en tout cas toutes les personnes qui étaient expulsées, j'en sortirais pas, mais là pour le coup c'est plutôt éviter à la personne d'avoir à faire le 115. Là, c'est vraiment le public très isolé, marginalisé, qui avait un logement mais qui s'est retrouvé en fait. C'est pour éviter que la personne ne se retrouve à faire le 115. C'est quand même plus facile de travailler avec la personne si elle est stabilisée quelque part que si elle est sur de l'urgence sociale et qu'elle est en rotation sur les centres d'hébergement d'urgence. Et moi du coup ma file active, je suis à entre 100 et 150 sollicitations par an. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, on n'est pas sur les mêmes territoires, donc forcément voilà. Donc moi oui, c'est vrai que moi je peux me permettre de dire oui aux structures d'urgence ou d'insertion. Ouais, du coup, effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on ne travaille pas avec les pensions de famille parce qu'on s'est arrêté du coup à l'idée que les pensions de famille c'était du logement, et que du coup, du fait que ce soit du logement, ce soit au dispositif d'appui à la coordination, les DAC, d'intervenir sur ce secteur-là. Et puis nous, on ne travaille pas non plus avec les personnes en risque d'expulsion, puisque à Paris, en tout cas, il y a beaucoup de filets de sécurité, de modes d'accompagnement, de prévention des expulsions qui peuvent participer à l'accompagnement de ce public-là. Ça n'empêche que nous, on observe quand même une recrudescence importante depuis le Covid du nombre de personnes âgées qu'on appelle, nous, à Paris, nouvellement à la rue, c'est-à-dire qui ont moins d'un an de rue. On observe un grand nombre, et donc pour lequel, là, on se pose des questions, nous. Donc nous, à la mission Interface, on a sollicité la ville de Paris pour travailler sur une task force pour accompagner ce public-là spécifiquement, donc en lien avec les acteurs de l'urgence sociale et les acteurs du médico-social, pour trouver des solutions qui puissent être d'accompagnement, qui peut être de l'hébergement transitoire avant d'accéder à un établissement médico-social, par exemple. Justement, nous à Nantes, il va y avoir la construction d'une nouvelle pension de famille, parmi d'autres. Et en fait, on a un projet innovant en parallèle de cette pension de famille. On appelle ça des logements SAS. Ça va être la création de 12 logements qui pourront bénéficier des espaces communs de la pension de famille. Mais en fait, là, ça va être les critères d'entrée. Ce sera dédié à des personnes autour de 60 ans. On appelle ça des logements SAS puisqu'on met une durée dans le temps, une durée d'accueil de 2 ans. Parce que c'est pareil, nous en Loire-Atlantique, moi je fais beaucoup le constat aussi de l'émergence d'un nouveau public en fait qui est en rupture sur le tard. Soit rupture conjugale, ou soit le décès du conjoint, mais le bail était au conjoint décédé. Des personnes en fait qui se retrouvent expulsées de leur logement, qui se retrouvent sur de l'urgence sociale, et on s'aperçoit qu'en fait c'était des personnes qui n'étaient pas du tout accompagnées socialement, mais pour qui tout est à remettre en place, que ce soit des droits à la retraite, des ressources, que ce soit de les raccrocher aux soins, et en fait ces personnes-là finalement elles n'ont pas réellement leur place sur de l'urgence sociale. Donc on va voir si ça fonctionne, parce qu'après 2 ans c'est très court finalement. Mais voilà, c'est aussi, là on verra ce que ça donnera, c'est aussi une solution. Effectivement, nous, ces publics-là, ils sont plutôt orientés, nous, en halte de nuit. Alors, on dévie un petit peu le projet des haltes de nuit pour qu'elles soient orientées. Du coup, je voulais passer à la deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu un bilan ou ce que ça a apporté sur vos territoires respectifs ? Alors moi depuis fin 2008 il y a eu plus de 200 personnes d'orientées, après avec une espérance de vie forcément moindre,
donc énormément de décès quand même. Mais en fait, le bilan que je peux en faire, moi, c'est que ça fonctionne vraiment. La mixité, la plupart, en fait, ça les relève. Il n'y a plus l'étiquette insertion ou urgence sociale, en fait. Ils redeviennent retraités lambda avec un nouveau statut, en fait, finalement. Voilà, ils se réapproprient plein de choses. Quelqu'un qui a eu un parcours de rue qui, en fait, effectivement, ses premiers besoins, c'était de se nourrir, de se laver, pas forcément, mais en tout cas, voilà, des personnes qui n'avaient plus d'accès à du loisir, à des envies. Et le fait de se retrouver en fait avec un public lambda, finalement, c'est aussi le regard de l'autre. Donc, on a envie aussi Moi, j'ai fait le constat de diminution de consommation réelle. Et je trouve le bilan est franchement positif. Les établissements personnes âgées, je trouve que souvent on me renvoie le fait que c'est bien en fait, on fait autre chose que de la géronto, on fait autre chose en fait. C'est d'autres défis, c'est quand on voit le parcours de la personne, comme la personne elle a pu évoluer de son départ jusqu'à de son arrivée, je veux dire, et qu'on fait le bilan 1 an, 2 ans après, c'est génial en fait. C'est juste super. Moi, je pense à un monsieur qui il a repris à faire du vélo, il allait voir des matchs de foot à la Beaujoire, enfin, il allait à la piscine. C'était génial, en fait. Et voilà, c'est des petits exemples sympas. Ouais, effectivement, en termes de file active et de sorties positives, nous, on a entre 10 et 15 sorties positives par an et par coordinateur. Donc, par exemple, l'année dernière, on a fait 122 sorties positives. C'est une vraie chance pour les personnes qu'on accompagne, effectivement, parce qu'elles, comme tu le disais, elles retrouvent en dignité et elles accèdent à un nouveau statut, effectivement, mais aussi à l'échelle plus des secteurs, c'est aussi pour le secteur du médico-social, connaître de nouveaux partenaires, notamment autour des addictions, avec tous les cas RUC-SAPA qui connaissaient mal ou pas du tout parfois, et qui peut concerner aussi des publics plus traditionnels, des publics qui souffraient d'addiction en l'occurrence. Mais c'est aussi pour le secteur de l'urgence sociale, connaître aussi de nouveaux acteurs et connaître aussi... l'idée de la mission Interface, c'est aussi de dynamiser les accompagnements des travailleurs sociaux qui accompagnent des personnes âgées, personnes handicapées. C'est vrai qu'avant, à la mission Interface, quand on arrivait quelque part, les centres d'hébergement ou les maraudes avaient toujours 1 ou 2 papis qui étaient enfants de file active, qui voyaient 1 fois par mois. Là, l'idée, c'est de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes et puis aussi dynamiser l'accompagnement, montrer qu'il y a des solutions de sortie possibles qui sont pérennes pour les publics accompagnés, puisque nous, comme Caroline, on réoriente vraiment vers du pérenne, on n'oriente pas en centre d'hébergement. L'idée, c'est vraiment d'orienter vers du droit commun. Donc ça permet aussi aux travailleurs sociaux de retrouver un peu de sens aussi dans leur accompagnement. Et puis c'est aussi l'idée que les questions, en termes de plus-value aussi, c'est que les questions de perte d'autonomie, la raison pour laquelle je suis là aussi, c'est que les questions de perte d'autonomie prennent un peu d'ampleur à l'échelle du pays et de montrer qu'en fait ça concerne tout le monde. Le vieillissement de la population française, il est continu depuis de nombreuses années. Il concerne tous les publics, notamment notre public qui continue lui à vieillir grâce au progrès de la médecine notamment. Donc c'est un public qui, de fait, va être de plus en plus vieillissant, quoi. Donc prendre en compte aussi cette réalité-là, ça permet, et au nom de la mission Interface, pouvoir aussi comprendre les enjeux de vieillissement des publics, ça permet de jouer un peu le genre de prévention aussi de la perte d'autonomie dans les centres d'hébergement, penser la mort, penser la perte d'autonomie. Par exemple, grâce à la mission Interface, on a pu travailler sur un nouveau centre d'hébergement entre le CHU et l'EHPAD qui va pouvoir accueillir un certain nombre de publics. C'est aussi promouvoir aussi les petites unités de vie comme solution de sortie pour les personnes à la rue. C'est aussi être présent aussi et porter aussi la voix des personnes précaires dans les instances de coordination comme les RESAD, les CTPA. Ça permet aussi de pouvoir parler d'un public précaire et qui n'est pas forcément à la rue, comme disait Caroline, qui est aussi souvent aussi logé, qui a un logement mais qui a des habitudes de vie d'une personne à la rue. Ça permet aussi de comprendre les enjeux et de prévenir aussi des sorties inopinées des publics. Merci. Bon, alors la question que beaucoup se posent peut-être, c'est comment sont financées ces missions Interface ? Alors la
La mission interface de la Loire-Atlantique, en fait, elle est englobée dans le budget du SIAO. Donc, c'est la DETS, un budget ARS pour les postes d'infirmiers au niveau du SAMU social, le conseil départemental et une petite partie de la SNCF, puisque le SAMU social de Nantes maraude en fait en gare. Voilà pour le financement. Oui, excusez-moi, la mission est pérennisée depuis 2011. Je ne sais plus si je l'avais précisé tout à l'heure. Alors à Paris, c'est pas du tout la même chose. Donc le budget de la mission interface à Paris est un autre. Enfin voilà, c'est très très cher. Hein. Le budget coûte c'est 800 000 € par an. Donc il faut trouver 800 000 € par an, qui a longtemps été 70% par du mécénat privé d'entreprise et un peu de conférence des financeurs. Aujourd'hui, on a dû sans doute faire preuve comme quoi on était vraiment pas mauvais, parce que du coup les acteurs publics ont accepté de nous financer et parfois de manière pluriannuelle. Donc à la création, pour faire un peu l'historique des financements, la mission interface, quand elle est née en 2017, a été soutenue par la DRIL, donc la DETS du 75, ça pendant 1 an pour lancer le projet. Ensuite, elle a été financée quasiment intégralement par la conférence des financeurs et surtout du mécénat d'entreprise, mais on était moins d'ETP aussi, on était 3 ETP. Et on était financé par l'ARS, par le PRAPS. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un gros mécène en sortie de Covid en 2021 qui a pu nous aider à embaucher plus de personnes. Et donc là, maintenant, on est financé, donc depuis cette année, on est financé en pluriannuel par l'ARS au nom du PRAPS. Et on est financé par l'ARS. Du coup, c'est compliqué la mission interface de Paris parce qu'on est à la fois sur Paris et sur la Seine-Saint-Denis. Donc ça veut dire des financements séparés et un financement régional. Donc, pour résumer, on a un financement régional ARS, un financement départemental 75, un financement départemental ARS toujours 93. Drill 93, Drill 75, et on est financé département de Paris et département de la Seine-Saint-Denis. On est aussi financé toujours conférence des financeurs pour nos actions collectives, donc qui englobent nos petits déj fun et un séjour d'évaluation qu'on fait 1 fois par an. Ce séjour d'évaluation nous permet d'évaluer les situations pour lesquelles on n'arrive pas à se décider, on ne sait pas si c'était de l'EHPAD, de la résidence autonomie, du foyer d'accueil médicalisé, et qui nous permet de pouvoir de trouver des solutions pour ces publics-là. Et puis on est financé toujours Drill, je crois que j'en ai pas oublié, mais en fait, pour vous dire que c'est un gros challenge à la mission interface de se faire financer. Là, on est un peu plus rassuré cette année, sachant que nos financements, pour le moment, à part l'ARS, s'arrête à la fin de l'année et qu'on ne sait pas comment on va être financé l'année prochaine. Mais c'est un peu, on a toujours eu des crédits non reconductibles à la mission interface. Il n'y a que la première fois que cette année avec l'ARS où on a un peu de visibilité sur 3 ans. Mais sinon, voilà. Et puis, en termes de plaidoyer sur le financement, nous, à la mission interface, on croit vraiment à cette modalité de triple financement par 3 acteurs communs, puisque du coup, ça permet de répartir le coût que ça représente la mission interface. Et ça permet aussi aux trois institutions de porter et de s'engager un petit peu autour de ce public précaire, quoi. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, nous présenter votre plus belle réussite ou une parmi tant d'autres? Ouais, après, il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Moi, je pense à une dame qui a été expulsée de son logement. J'avais été sollicitée par sa mandataire judiciaire. La dame, elle était réfractaire à tout, addiction à l'alcool, une addiction très très importante. Donc c'était compliqué de travailler à un projet puisque la dame, quand je la rencontrais, en fait, elle ne se rappelait pas de moi d'une fois sur l'autre. C'est une dame qui s'est retrouvée en hébergement d'urgence et ensuite elle a transité sur les liels de soins santé. Du coup, j'ai capté un seul EHPAD pour cette dame parce que je me suis dit ça servait à rien de multiplier les demandes, sachant que quand sur un dossier il est indiqué éthylisme chronique, autant dire que voilà, bien souvent il y a du refus. Donc là, ça a été de travailler avec un EHPAD en particulier parce que je connaissais vraiment bien l'équipe. Donc de travailler avec la direction, avec l'infirmière coordinatrice. On a organisé des visites de structure. Il a fallu qu'il rencontre la dame à plusieurs reprises. C'était aussi pour déconstruire un petit peu les préjugés que l'établissement pouvait avoir sur elle. Aussi pour permettre à la dame de se projeter
et que le projet mûrisse aussi dans sa tête. Elle a fini par y entrer et là je l'ai accompagnée, elle, mais 2 ans au moins. C'était extrêmement compliqué à plusieurs reprises. La direction en fait souhaitait qu'elle parte puisque c'était une dame qui pouvait être violente dans ses paroles, violente aussi physiquement, qui refusait pas mal les soins. Elle avait un comportement assez abject, faut dire ce qu'il y a. Et en fait, ça a été de travailler avec l'EHPAD, de faire des petits pas. Donc ça a été, Nicole, tu viens, on va te vernir les ongles. Ça en est passé par là. C'est une dame qui avait une lèvre, enfin, elle a pu subir grâce à l'EHPAD une chirurgie parce qu'elle avait un visage déformé de par les violences qu'elle avait subies de son mari et de ses enfants. Et donc, enfin, ça a été plein de petites choses comme ça, de lui faire accéder en fait à prendre soin d'elle. Et cette femme, en fait, alors elle est décédée depuis, mais elle a pu finir sa vie en fait vraiment bien entourée. En plus, elle s'était mise en couple avec un monsieur que j'avais réorienté après. C'était assez folklore, mais enfin voilà, c'est vraiment ce boulot qu'on fait avec les établissements qui fait que eux, en fait, ils adaptent leur prise en charge vraiment auprès de la personne. Après, il y a des établissements où, évidemment, la personne, elle doit aussi s'adapter à minima quand même. Mais c'est aussi une question humaine, en fait. Parce que je pense qu'il y a des établissements qui sont probablement moins sensibles à ce public et qui, finalement, sont pas dans l'accueil de ce public. Mais heureusement, il y a des super établissements avec qui il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Vraiment. Alors, pourtant, je prépare cette question, mais alors vraiment, on a plein de réussites, effectivement. On a vraiment plein de réussites, point de vue individuel sur le public. Enfin, comme le disait Caroline, on voit des gens qui étaient au bord de la mort et qui rentrent en EHPAD et pour lesquels j'ai fait une orientation en résidence autonomie ensuite, quoi. C'est ce genre de possibilités. C'est vraiment, pour certaines personnes qu'on accompagne, effectivement, l'EHPAD, c'est juste une étape avant d'accéder à autre chose, quoi. C'est quand même assez fou. Mais moi, je pense que ce que je dirais comme c'est quoi ta question précise là Réussite. Comme réussite, effectivement, c'est vraiment l'idée que la question de la précarité des personnes âgées et des personnes âgées en précarité, c'est devenu un vrai sujet. Je veux dire, on est dans une France où le budget est de plus en plus contraint et malgré tout on arrive à dégager de l'argent pour ce public-là. La mission Interface de Paris n'a jamais été aussi renforcée en termes d'ETP. La mission Interface c'est aussi maintenant on essaie de travailler sur une fédération entre nous tous. Une première journée qui a eu lieu l'année dernière, une prochaine... une prochaine journée qui aura lieu l'année prochaine, d'ailleurs en tout début d'année prochaine, pour partager des constats communs, mais c'est aussi pour partager des items communs, pour montrer qu'on est maintenant pas loin de 12, maintenant à faire la mission Interface sur toute la France. Et on était 3 avant le Covid, effectivement, à Caroline, effectivement. Donc on voit bien que les questions de précarité de personnes âgées, ça commence à avoir du sens, qu'on partage tous un peu les mêmes interrogations sur l'accompagnement de ce public-là et l'idée que c'est du public qui demande du temps, qui demande de la compréhension des deux secteurs. Et voilà, je trouve que c'est plutôt une belle année, en tout cas pour la mission Interface. Je trouve que ce soit la tête de Paris ou même des missions Interface à travers la France, je trouve que globalement, c'est plutôt on trouve de l'écho dans nos financeurs et aussi auprès du public qu'on accompagne, quoi. Juste, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on laisse les gens poser des questions? Ou je passe le micro Ouais. Est-ce que du coup, il y a des questions? Bonjour. Du coup, moi j'ai une question. Je veux revenir en fait à l'introduction qu'on a eue de cette journée. C'est-à-dire que vous êtes entre des publics cibles de 57 à 60 ans, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ça dépend pour qui. Moi c'est 18 jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai versé handicapé moi. Toi c'est plutôt 57 pour ce que je fais. Oui, du coup, moi, je disais, ça dépend le public, parce que moi, j'accompagne aussi le public en situation de handicap.
Du coup, c'est de 18 jusqu'à... Voilà. Et sur le volet personnes âgées, c'est plutôt 60 ans, effectivement. Ouais. Et moi, c'est à partir de 58 ans. D'accord. Donc voilà, l'introduction, on parlait du vieillissement des personnes prématurées, vieillissement prématuré. Je reprends vos chiffres, sans logement pour la plupart. On est sur des personnes qui ont des vieillissements prématurés à partir et au-delà de 49 ans pour certains, 55 pour plus. Ah, c'est même la mort, donc c'est même au-delà du vieillissement, donc le vieillissement est avant. Donc comment quel sera l'avenir des missions interface pour prendre ces publics-là en charge ou en compte? Oui, mais il est arrivé d'orienter une personne de 56 ans en EHPAD et une autre de 54 ans. Mais il faut savoir quand même que du coup, quelqu'un qui a une dérogation d'âge, je pense que les EHPAD n'ont pas la dotation, ne perçoivent pas en fait la dotation financière qui va couvrir la dépendance. Alors que le prix de journée, il est au moins de 20 à 25 euros supérieur à quelqu'un qui a plus de 60 ans. Donc je pense qu'en fait les EHPAD, souvent moi, on me renvoie en plus, il y a une génération, voire 2 générations de différence. Et puis en plus, il faut que, normalement la personne, à cet âge-là, elles n'ont pas spécialement non plus envie d'aller en EHPAD, bien que leur état de santé le justifierait. Maintenant, voilà, il y a tous ces critères. Je pense que moi, l'avenir des missions interface, c'est un peu ce que peut proposer Caroline maintenant, c'est-à-dire tout le travail autour de la prévention des expulsions, tout le travail de personnes qui se clochardisent dans leur logement. Tout ce travail-là, je pense que c'est un travail qui est important parce que les acteurs traditionnels qui devraient intervenir sur ce champ-là, on observe qu'ils sont peu formés, peu habitués à ce degré de précarité-là, et que nous, on oriente naturellement vers les dispositifs d'appui à la coordination qui sont déjà sous-dimensionnés par rapport aux besoins du public à domicile. Donc, voilà, en tout cas, sur Paris et la Seine-Saint-Denis, nous, la répartition du public s'est fait de telle manière que le public logé, c'est eux, et le public sans domicile, c'est nous, en gros. Sachant qu'en plus, on peut les solliciter parce que la grosse différence des DAC par rapport à nous, c'est qu'eux, ils ont un versant médical et sanitaire que nous n'avons pas. Donc, c'est un vrai plus-value de leur part, notamment pour l'évaluation. Donc je pense qu'effectivement, tout le travail, il est autour de l'évaluation des publics bien en amont et surtout la sanitarisation un petit peu du secteur de l'urgence sociale, avec l'idée d'évaluer les publics bien en amont, de pouvoir aussi adapter les interventions, parce que c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à Paris, le volet sanitaire dans l'urgence sociale est un grand absent, faute souvent d'ETP. On a quelquefois des médecins qui interviennent bénévolement dans des centres d'hébergement. On a quelques ETP d'infirmiers. Mais c'est par exemple, pour vous citer un exemple, à la Mitpin, la fondation de la Mitpin, qui est un énorme centre d'hébergement à Paris, il y a un infirmier pour 300 personnes. Donc bon, clairement, c'est pas du tout adapté, quoi. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question dans l'urgence sociale, est-ce qu'on fait des EHPAD pour personnes précaires ou est-ce qu'on fait du droit commun pour tout le monde? En tout cas, nous, à la mission Interface de Paris, on estime que c'est le droit commun pour tout le monde et que c'est aux établissements un peu de s'adapter. En tout cas, c'est notre manière de voir les choses. Et qu'on peut accompagner des équipes, d'une part de l'urgence sociale, à accompagner la part d'autonomie des personnes et qu'elles rentrent en établissement pour personnes âgées de manière adaptée, avec un suivi sanitaire, etc. Parce que souvent, à la mission Interface, on s'aperçoit que l'évaluation et l'évaluation des situations sanitaires et aussi le raccrochement à un parcours de soins se fait à l'occasion d'une entrée en EHPAD, dans le projet de l'EHPAD. C'est un peu ce qu'on se dit. On dit, nous on évalue de manière holistique les personnes, donc on évalue sur toutes les sphères de la vie de la personne. Et quand on arrive à la santé, on se dit, là, il y a une substitution de Parkinson, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont pris? Oui, épisodiquement, on ne sait pas trop. Donc là, l'idée, c'est de raccrocher là-dessus pour qu'ensuite les personnes puissent accéder en EHPAD de manière à peu près sereine, quoi.
Bonjour, je m'appelle Claire Wiguenmer, je suis médecin généraliste et je suis accompagnée de Charlotte Billot, qui est accompagnatrice sociale. On fait partie d'un centre de santé communautaire à Langon, dans le sud du département. J'avais 2 questions, une un peu pragmatique sur donc à Nantes, quel est le territoire couvert et si vous êtes seul ou s'il y a une équipe qui vous accompagne. C'est moi l'équipe. Je suis toute seule et en fait, je couvre tout le 44. Alors après, les demandes, elles émanent principalement de Nantes et de la métropole, mais beaucoup aussi Saint-Nazaire. Et après, en fait, les établissements sont ciblés en fonction des souhaits des personnes. Certaines souhaitent en fait aller en campagne, d'autres veulent rester en ville ou dans la métropole. Voilà mon territoire d'intervention. Et donc l'autre remarque, c'est que vous parlez effectivement plutôt de quartiers urbains. Nous, notre territoire est totalement rural et ça ne nous empêche pas de voir beaucoup de vieillissement et de précarité. Du coup, est-ce que c'est discuté au sein de ces missions Moi, j'ai des partenariats avec beaucoup d'établissements qui se trouvent en milieu rural. Et justement, bien souvent, il y a beaucoup plus de place qu'en milieu, en milieu urbain. Donc, je travaille très très bien avec le milieu rural. C'est pas un souci, au contraire... alors, ils sont pas moins ou plus tolérants que les établissements nantais, hein, mais je travaille très très bien avec eux. En fait, c'est vraiment ce boulot de communication qu'il faut faire, de connaître ce public en fait et de dédramatiser, d'essayer de déstigmatiser en fait la vision qu'on peut en avoir finalement, puisque l'addiction ça peut faire peur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire peur. Puis il y a aussi une part, je pense, du personnel présent sur ces établissements-là. Ils peuvent aussi, ils peuvent faire un transfert de leur propre histoire personnelle et ça peut être compliqué. Mais voilà, c'est tout ce boulot-là qu'il faut faire en fait, de travailler avec les équipes et ça fonctionne bien. Et puis ceux qui veulent pas bosser avec eux, je les sollicite pas, puis c'est tout. Pour faire écho à ce que vous dites, du coup moi j'ai été sollicité par la FAS d'Ajaccio et par la région de Montpellier, de Sète, qui ont tous les deux des territoires très 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 ruraux. Et les deux sont en train de concevoir, en tout cas pour Montpellier c'est un peu plus abouti, des missions interface adossées au DAC. Et donc en fait ce serait le DAC qui porterait la mission de mission interface là-bas. Avec l'idée qu'il y aurait des ETP dédiés, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc c'est pensé, mais ça veut dire que c'est des DAC, c'est des missions interface, là-dessus c'est intéressant, qui vont à la rencontre du coup des personnes qui sont véhiculées. Nous, par exemple, à la mission interface, on n'est pas véhiculés, mis à part, il y en a un ETP dans le 93 qui est particulièrement mal desservi dans les transports, qui est véhiculé, mais sinon tout le monde fait ça en transport. Donc effectivement, oui, c'est ça. Et donc du coup, nous on intervient, du coup celle de Montpellier, elle interviendrait de manière motorisée dans la campagne, où ils ont déjà du public moins de précarité, dans des masses, avec pas d'électricité, pas d'eau courante, voilà. Donc c'est déjà en cours d'être pensé, quoi. Bonjour, Réginald Cornier pour Petits Frères des Pauvres. Et je voulais savoir, parce que nous on accompagne, notre association accompagne des personnes dès 50 ans. À partir de 50 ans, il y a pas mal de personnes justement confrontées à ce vieillissement prématuré dans les personnes accompagnées par l'association, par les bénévoles, mais également par des salariés dans tout ce qui est logement et pension de famille. Et vous, peut-être Caroline, alors je me permets de dire Caroline parce que je n'ai pas compris votre nom de famille ou je ne l'ai pas entendu, donc j'ai retenu votre prénom. Vous aviez peut-être travaillé avec l'établissement Beau Rivage. Est-ce que ça vous parle? Oui. Et je vous dis ça parce que je ne sais même pas moi-même, j'avoue. Alors je sais, Beau Rivage est fermé. Oui. Je sais que la pension de famille de Vertou a ouvert. Oui. Mais est-ce qu'au niveau des critères d'âge, parce que chez les Petits Frères des Pauvres, tout ce qui est en termes de logement pour des personnes justement dans ce genre de cas de figure, c'est-à-dire qui ont été très abîmés par la vie, 50 ans, c'est possible. Est-ce que la pension de Vertou qui a ouvert, alors je travaille pour cet asso et j'avoue que je viens de m'interroger en fait. Est-ce que c'est 60 ans ou est-ce que c'est toujours 50 ans comme avant? C'est toujours 50 ans. D'accord. Mais par contre, ils ont là, je sais que ils ont commencé les entrées en fait en début d'année, qui se sont échelonnées en fait jusqu'à là il y a peu.
parce que j'ai fait entrer une dame là-bas, elle est sortie de résidence autonomie malheureusement, ou heureusement. Et je sais que leur recrutement était principalement pour des personnes vraiment autour de 60 ans. D'accord. Et public femmes. Ouais. D'accord. Mais C'était leur alors, choix. les pensions de famille classiques à l'échelle nationale, donc c'est plutôt 60 ans? Non, c'est à partir de 18 ans. Là, c'est vraiment un choix des petits frères. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Mais donc ça pourrait être pas mal que ce genre que ce genre de structure finalement se développe pour le public dont vous parlez, quoi. Ce serait assez idéal. Mais il y a une autre pension de famille là, pour le coup, c'est Adomar, ce dont j'ai parlé tout à l'heure en fait avec le projet Houssinière qui sera donc des logements SAS. Et là, on cible un public vieillissant. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Donc avec le questionnement, est-ce qu'on propose du coup du personnel sanitaire parce que forcément qui dit vieillissement avec des possibles addictions ou problèmes. Voilà, ça induit qu'il faille un accompagnement médical plus soutenu. Donc voilà. Mais effectivement, je trouve que ce public-là, plus globalement, c'est un public qui pousse à l'innovation sociale, en fait. Parce que je trouve que, à Paris, la ville de Paris et l'ARS vont financer un FAM, donc un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes de plus de 45 ans avec troubles Korsakoff et addiction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je réfléchis? Oui, donc globalement, oui, il y a le CHU, du coup, que je disais, le CHU EHPAD, qui globalement aussi pousse une réflexion de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne ce public. Il y a aussi un centre d'hébergement Baudricourt porté par la mairie de Paris, c'est un centre d'hébergement porté par la mairie de Paris, qui lui a un service qui s'appelle l'UMA, donc l'unité de maintien de l'autonomie, qui est une espèce de LHSS light en centre d'hébergement pour les personnes vieillissantes. Il y a aussi ça, et il y a aussi un LAM, donc un lit d'accueil médicalisé dédié aux personnes âgées qui ouvre dans le 93. Donc les LAM, historiquement, ont des publics âgés. Mais là, l'idée, ce serait de renforcer l'équipe avec du temps de gériatre, du temps d'accompagnement kiné, de gens, voilà, de professionnels de santé spécifiques pour ce public-là, notamment pour le public sans droit, pour lequel, pour le moment, on n'a pas de solution. Bonjour, Sébastien Rouault de l'IELT Soins Santé à Lorient. Moi, j'ai une question sur le taux d'échec. J'ai compris qu'il y avait une douzaine de personnes que vous aviez réussi à sortir sur Paris. Et en gros, combien il y a de personnes pour qui vous n'avez aucune solution? Ouais, c'est pas la même chose du coup. En termes de personnes sorties d'établissements de personnes âgées qui avaient été orientées via la mission Interface, personnellement, moi je peux les compter sur les doigts de la main, sur plus de 200 personnes orientées depuis 2009. Ouais, c'est autour de 5 personnes qui n'ont pas été maintenues en fait. Soit elles sont parties d'elles-mêmes, soit elles ont été. On leur a demandé. Il y a eu un arrêt du contrat de séjour pour troubles du comportement ou autre, mais c'est très 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 peu. Après, moi sur entre 15 et 20 entrées par an, j'ai 80 sollicitations, on va dire, pour lesquelles en fait ça n'aboutit pas. Soit l'établissement refuse, soit la personne elle n'est pas prête, soit elle est trop jeune, soit elle adhère pas du tout, soit ce sont des personnes qui n'ont pas de statut en fait, donc pour lesquelles qui ne prétendent à zéro ressource. Donc là c'est pas possible non plus. Mais oui, après effectivement c'est des gens que parfois on retrouve l'année suivante ou qu'on peut retrouver dans le circuit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sollicitations que d'entrées. Donc voilà. Nous, à la mission Interface, pareil, je pense que nous on fait 120 sorties par an à peu près, en fonction du nombre de TP qu'on a, quoi. Et oui, c'est assez rare les gens qui, une fois orientés, retournent dans l'urgence sociale ou retournent à la rue. La dernière que j'ai, c'est la dernière, c'est comme ça, mais le monsieur en question, il était en passage à l'acte psychotique, et donc l'EHPAD n'a pas trop pu gérer autrement que de le laisser sortir. Et donc le monsieur est sorti et il n'a jamais été retrouvé. Là, c'était l'année dernière, en début d'année dernière.
C'est un monsieur qu'on ne sait pas où il est actuellement. Voilà. Mais ça, c'est la dernière sortie qu'on a eue un peu particulière, quoi. Mais sinon, on a très très peu de sorties. En revanche, effectivement, sur les situations pour lesquelles on est sollicité, pour lesquelles on pense que c'est un peu trop tôt, ou alors c'est parfois aussi des volontés des chefs de service. En fait, ils voient la personne se dégrader dans le centre d'hébergement, ils se disent j'ai pas envie de gérer la fin de vie ou la part d'autonomie, il faut vite appeler la mission interface pour le mettre en EHPAD. Bon, nous, on n'intervient pas comme ça. Enfin, on a beau être SAMU social de Paris, on n'intervient pas dans l'urgence. Donc l'idée, c'est vraiment un accompagnement un peu long. À la mission interface, on peut mettre parfois 2 ans pour accompagner une personne entrer en établissement. Et donc pour ça, comme ça marche pas parce que c'est pas une vraie volonté de la personne. Donc en fait, on travaille aussi beaucoup avec le désir de la personne. Comme le disait Caroline, on fait beaucoup de visites de projection, c'est-à-dire qu'on fait visiter l'établissement à la personne et son référent social. Et l'idée, c'est que une fois que la personne a vu ce que c'était qu'un EHPAD, qu'elle a un peu, rompu avec les idées préconçues qu'on peut avoir avec ce type d'établissement, et que le travailleur social aussi, parce que nous aussi, travailleurs sociaux, on a aussi des idées préconçues sur ce que c'est que ce type d'établissement. Et ça permet aussi de pouvoir travailler des projets après plus facilement, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux, notamment, qui se censuraient pour ne pas rentrer, pour pas accompagner la personne vers des établissements de personnes âgées, parce que ça ne correspondait pas à l'idée qui se faisait d'un bon accompagnement, quoi. Une dernière question et après on pourra laisser la parole à Anthony Lebotte de l'ARS pour la conclusion. Rapide. Franck Dornadic de l'association Coalia. Une petite question par rapport à la mission interface du 44 qui existe depuis 2008, si je ne me trompe pas, donc ça fait quand même 17 ans. Vous étiez précurseur quand même dans le domaine. Vous constatez qu'il y a un vieillissement de la population en espace de 15-17 ans, passant de 60 ans à 70 ans. Je suppose que ce constat apparaît dans le rapport d'activité du ICAO, étant donné que c'est porté par le ICAO. Du coup, est-ce qu'en Assemblée générale, cette thématique du vieillissement des personnes en situation de précarité est vraiment une thématique qui est prégnante? Et est-ce qu'elle sert du coup, le bilan, quoi, est-ce qu'il sert de support d'échange avec les autres acteurs départementaux, notamment le conseil départemental, l'ARS, l'ADETS, etc. Ils sont sensibilisés à cette question-là, bien évidemment. Après, ça apparaît dans l'AG, mais c'est pas pour autant qu'ils essayent de développer, pas pour l'instant en tout cas. Mais pourtant, ça aurait été bien que l'ARS finance peut-être un peu plus. Je parlais d'un binôme avec quelqu'un du sanitaire, en fait. Ça pourrait être bien, puisque en fait, la communication avec les établissements médico-sociaux et le brassage de données médicales fait que ça pourrait être intéressant. Ouais, un travailleur social, un IDE, ça pourrait être... ce serait l'idée. Parce qu'il y a du boulot. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Et puis, du coup, je vais laisser la parole à Anthony pour la conclusion.